Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bien, merci de nous rejoindre pour ce nouveau topo REI4A. Donc, c'est le docteur Anne-Céline Martin qui est à l'HEGP, qui s'occupe de l'unité médico-chirurgicale d'insuffisance cardiaque sévère, qui va nous présenter le fonctionnement avec une modération qui est assurée par le professeur Michel Kindo, donc, qui est à Strasbourg en chirurgie cardiaque. Alexandre Michu, qui est cardiologue représentant le CNCH, qui est à Montluçon. Guillaume Baudry à Nancy et puis Clément Delmas à Toulouse. À toi la parole. Anne-Céline, merci beaucoup. Bonjour, merci à tous. Je suis ravie de pouvoir parler de cette unité dont évidemment je suis très fière, que l'on appelle chez nous UMIX, unité médico-chirurgicale d'insuffisance cardiaque sévère. Et vous allez voir que chacun des mots en effet compte. Je ne sais pas si j'ai la main pour changer les diapos. Normalement, si c'est bon, normalement tu cliques dessus, ça va. Tu recliques sur la présentation et... Ouais, alors, d'accord. Qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est bon, c'est tout bon. Et donc, pour juste camper le décor, tu dois avoir tout un truc avec les flèches, etc. Et là, j'ai trouvé, c'est parfait. Juste pour camper le décor. Alors, on a eu des petits problèmes de connexion. Ça y est, c'est bon. Alors, il y a quelques petits soucis de connexion. Ce que je vous propose, c'est qu'on coupe nos caméras et on les réouvrira pour la discussion après. Donc, je reprends pour que donc, cette unité d'insuffisance cardiaque sévère, cette UMIX, pour qu'on soit tous bien d'accord, elle s'occupe ou elle a pour vocation de s'occuper de patients avec une insuffisance cardiaque avancée. Et on ne le dira jamais assez, nous le savons, c'est quelque chose qui est donc fréquent, quelque chose qui est grave. Parmi les patients insuffisants cardiaques, c'est 1 sur 10 qui peut avoir une insuffisance cardiaque avancée avec le pronostic effroyable que l'on connaît, malgré l'arsenal thérapeutique médicamenteux maintenant qu'on a, qui s'est étayé, une médiane de survie qui reste à 9 mois, un patient sur 2 que l'on ne reverra pas 2 ans après la première visite ou qui aura nécessité d'être assisté ou transplanté. Le gold standard, pareil pour camper un petit peu les choses, évidemment, eh bien, ça reste la transplantation, le gold standard avec une amélioration de la survie. Les chiffres de l'Agence de la biomédecine tout récents, 77% de survie à 1 an avec une population plus grave en France probablement que dans d'autres pays d'où les chiffres de mortalité qui sont un peu plus élevés. Et puis cette problématique persistante que l'on voit au quotidien dans la gestion de nos malades, de pénurie d'organes, avec aujourd'hui, en 2020 en tout cas, 2,2 patients pour un seul greffon, et comme corollaire, eh bien 11% des patients qui sont inscrits qui soit se dégradent, soit décèdent alors qu'ils sont inscrits sur cette liste de greffe, des patients à qui on promet à un moment donné un projet thérapeutique et qui n'arriveront pas à ce projet thérapeutique-là. Et donc l'assistance circulatoire, et j'en parle là un peu parce que ça dépend des équipes. Dans notre équipe à l'UMIX, eh bien, on est des believers de l'assistance cardiaque, parce que l'assistance cardiaque, les chiffres là, ça améliore la vie. L'assistance cardiaque, c'est une solution qui améliore, qui permet la vie à 85% de survie à 1 an, et puis ça améliore la qualité de vie. J'y ai pas toujours cru, il m'a fallu le voir pour le croire, mais en effet, les patients, eh bien, spontanément, quand on leur demande de comparer avec le avant, eh bien, disent qu'en effet, ça n'a rien à voir. Donc, ça améliore la vie et puis ça améliore la qualité de vie. Alors cette UMIX, eh bien, cette unité médico-chirurgicale d'insuffisance cardiaque sévère, elle a été créée pour ces patients-là. Elle est dédiée à la prise en charge de ces patients avec insuffisance cardiaque avancée. Nous, on les définit comme des patients de moins de 65 ans ou moins de 68 ans, 70 ans, avec eh bien, une insuffisance cardiaque, des symptômes et surtout des projets thérapeutiques potentiels. Elle est médico-chirurgicale, elle est pluridisciplinaire, elle est médicale et paramédicale.
médico-chirurgicale. Nous sommes 2 cardiologues et 1 chirurgien cardiaque. On tient à ces regards croisés sur un objectif commun et des objectifs communs. La vision des cardiologues et des chirurgiens est différente, même sur une même pathologie, avec du fait de ce rôle très central, des interactions avec toutes les autres spécialités qui entourent ces patients, que ce soit d'autres cardiologues, nos rythmologues, etc. Je vais y revenir un petit peu plus tard, ou d'autres spécialités, mais il y a à un moment donné autour de ce patient une centralisation des compétences, et puis on est épaulé par une équipe paramédicale que je décrirai un petit peu plus, qui a un rôle primordial et qui prend de plus en plus de place et qui prend sa place dans notre unité. L'expertise, elle a lieu et elle se propose à tous les stades de la prise en charge de cette insuffisance cardiaque avancée, et on tient à mettre en avant qu'on s'occupe des patients dans un continuum depuis le diagnostic à la thérapeutique et au suivi de ces mêmes patients avec la même équipe. On prend en charge des patients dans un contexte chaud ou des patients plutôt à froid, de l'aigu, du chronique. Et donc l'objectif, c'est bien sûr de proposer à nos patients insuffisants cardiaques avancés d'améliorer la survie, d'améliorer la qualité de vie, d'optimiser évidemment les thérapeutiques, et puis de porter certains d'entre eux, en tout cas, vers des projets d'exception, même si on a envie de les rendre les moins exceptionnels possibles par la sensibilisation de tous nos médecins autour, des projets d'assistance cardiaque et de transplantation cardiaque. Alors l'autre unité, elle est constituée, le noyau dur, on va dire, de ma collègue Emmanuelle Bichara, qui est cardiologue avec moi, du docteur Romain Guillemin, qui est notre médecin transplanteur, puisque nous faisons de l'insuffisance cardiaque avancée, assistance, transplantation, et qui est de médecin anesthésiste réanimateur de formation, et puis le docteur Ramzi Akar, qui est notre chirurgien dédié et spécialisé des assistances. Ce petit noyau dur, il est en interaction avec toutes les spécialités, et il fonctionne avec toutes les autres spécialités que je vais vous décrire là. On a une infirmière qui est coordinatrice de VAD, on a une infirmière coordinatrice de transplantation cardiaque. On a aujourd'hui 2 infirmières spécialisées d'insuffisance cardiaque, une IPA qui n'est pas attachée à l'UMIX mais qui participe activement à l'activité de l'UMIX. On a notre assistante sociale qui a d'autres services mais qui a aussi l'UMIX, notre psychologue. On a un pharmacien qui vient faire de l'éducation thérapeutique, qui vient sensibiliser ces patients-là à leur traitement et également à l'assistance puisqu'il y est très intéressé. Et puis une diététicienne qui s'occupe en particulier de nos patients UMIX. Avec ce noyau très central et puis ce petit cercle élargi, comme je le disais, on ne peut fonctionner qu'en interaction étroite et qu'en collaboration étroite avec l'ensemble des autres spécialités et des autres médecins de l'hôpital. C'est absolument indispensable vu la complexité des malades qu'on prend en charge. Nos collègues cardiologues dans les différentes salles aux soins intensifs de cardio, dans les centres de référence, on a à la HEGP les centres de référence des cardiomyopathies avec le professeur Agege, on a aussi des myopathies avec le professeur Wabi, donc on est en relation très étroite avec eux, avec nos rythmologues bien sûr, avec nos cardiologues interventionnels et nos cardiologues de chirurgie cardiaque. Les anesthésistes réanimateurs chirurgicaux, et j'en dirai un mot, je les remercie ici de nous ouvrir les portes de cette réanimation chirurgicale où nous venons et nous passons tous les jours avec eux faire la visite. Aux autres unités médico-chirurgicales de la HEGP, il y a une unité médico-chirurgicale de valve, une unité de cardiopathie congénitale, et puis les autres spécialités internistes, les néphrologues, beaucoup, en particulier sur les dossiers de transplantation bigreffe ou de transplantation rénale, les oncocardiologues bien sûr, et puis j'ai mis en gras 2 autres services qui sont d'arrivée un petit peu plus récente et dont l'intégration est un peu plus récente mais primordiale, c'est la cardiogénétique. On fait un gros travail de screening et de séquençage génétique pour avoir vraiment ces diagnostics précis, et puis la réadaptation cardiaque qui n'est pas sur le centre même de l'hôpital Pompidou mais juste à côté, qui est notre annexe en quelque sorte, où ils font un travail absolument primordial en pré-chirurgie et en post et en réhabilitation après chirurgie. Comment on fonctionne? On fonctionne grâce
à nos collègues qui nous adressent. Donc, on a un recrutement interne qui est très fort via ces centres de référence, via nos rythmologues également, via les cardiopathies congénitales. Et puis, on a la chance d'avoir un recrutement extérieur aujourd'hui, des centres hospitaliers publics, privés. Au début, c'était région parisienne. Ça s'étend à l'Île-de-France, des DOM-TOM, de la Réunion. On a le SAMU 75, 92, 93 également qui aussi nous adresse maintenant ces malades. Alors cet adressage, évidemment, il a été facilité, il est entretenu en permanence et facilité par notre disponibilité, qui est vraiment pour nous un point essentiel, et donc la mise à disposition d'une ligne directe unique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est joignable de l'intérieur quand on fait les 4 derniers numéros, ou bien de l'extérieur avec ce 01 56 09 53 00, donc que l'on diffuse assez largement et qui est maintenant une voie privilégiée d'adressage. L'avantage, c'est qu'il y a un seul numéro unique et que nous sommes 2 personnes au téléphone, c'est-à-dire Emmanuel, ma collègue ou moi. Tout se passe à partir de là, puis c'est la tour de contrôle en fonction du type de patient qui nous est proposé. Eh bien déjà, on dit toujours oui, on se débrouille toujours pour trouver une place, et puis on a accès ensuite à la réanimation chirurgicale avec laquelle on travaille, à l'USIC. On prévoit des bilans programmés ou on prévoit des staffs, mais en tout cas, cet accès direct via la ligne directe. Et puis, le travail avec les correspondants passe par un réadressage, ou en tout cas un retour aux correspondants, dont on fait là aussi quelque chose de primordial et d'important, par un coup de fil, pour ceux que l'on connaît le mieux, par le courrier évidemment, détaillé et personnalisé, et puis on tient à ce que le suivi continue à être fait en tandem et en alternance. On ne remplace pas le cardiologue du patient, on a la possibilité, on y tient à faire les choses en alternance, en bonne intelligence, pour que les uns et les autres se sentent continuer à avoir un rôle actif dans la prise en charge de leurs patients. Comment cette unité, elle est concrètement matérialisée? Eh bien, il y a une unité fonctionnelle avec une unité de lieu et des lits d'hospitalisation conventionnels. Donc, on a 6 lits d'hospitalisation conventionnels. Ces lits sont situés stratégiquement entre la cardiologie et la chirurgie cardiaque. Ils sont situés pas loin du plateau technique invasif. Ils sont juste de l'autre côté de la rue hospitalière par rapport à l'USIC, au bloc de chirurgie cardiaque et à la réanimation. Donc, une localisation qui est extrêmement bien choisie pour cette unité médico-chirurgicale. On a également 4 lits d'HDJ, enfin un HDJ dédié à nos patients insuffisants cardiaques assistés et greffés, qui est situé au 2e étage, avec des lits et puis bien sûr une salle collective. Et puis ensuite, on a un rôle mobile, puisqu'on suit les patients et on gère les patients qui sont hospitalisés dans les autres structures. Donc l'USIC, bien sûr, pour les chocs cardiogéniques, la réanimation chirurgicale, c'est avec eux que l'on travaille. Quel est notre rôle? Il est bien sûr à chaque fois en concertation et en collaboration, mais sur les indications, les sevrages des ECLSVA, sur les discussions très très tôt des projets thérapeutiques, parce qu'on peut aller vers l'assistance, la transplantation, la réalisation de ces bilans-là, même chez ces patients en bilan minimal, chez ces patients en réanimation. On se déplace au bloc opératoire pendant les implantations du LVAD pour le finger test, pendant le contrôle évidemment au moment où on atterrit, contrôler le LVAD donc après, la transplantation bien sûr, nous sommes sur ces interventions, et puis les décisions pour les chirurgies cardiaques qui se passeraient au moins bien, où on a une dysfonction, une sidération myocardique post-opératoire. La discussion, en tout cas, on est concerté également pour la discussion de CLS post-chirurgie. Dans le secteur de chirurgie cardiovasculaire, où sont hospitalisés après l'intervention les LVAD et les transplantés, où là aussi on prend les choses en collaboration avec nos chirurgiens de chirurgie cardiaque et nos chirurgiens. Les rythmologues, puisqu'ils développent à l'HEGP une unité dédiée à la prise en charge de l'orage rythmique avec toutes les compétences associées d'ablation, de TV, de FV, etc. Et l'unité médico-chirurgicale de cardiopathie congénitale, puisque
puisque c'est une spécialité de l'HEGP où on a des patients congénitaux qui sont transplantés. Et notre rôle toujours là-dedans, à chaque fois, c'est d'être focalisé sur la possibilité d'un projet thérapeutique avancé et d'essayer de le prévoir le plus tôt possible, de ne pas manquer le moment et d'accompagner ces différents médecins et spécialistes vers le projet thérapeutique. Alors, le continuum du diagnostic à la thérapeutique et au suivi, c'est quelque chose auquel on tient. Je ne vais pas décrire le plateau technique dont on dispose, mais on a un bilan qui est assez, on va dire, standardisé et assez exhaustif, parce qu'on découvre des choses. Quand on cherche, on trouve. Donc, avec un plateau technique d'imagerie métabolique, on fait des biopsies endomyocardiques, évidemment, assez facilement, si c'est nécessaire, en tout cas, pour un visée diagnostic. On réalise les évaluations fonctionnelles et pronostiques régulières selon différentes modalités dont je vous verrai avec les différents examens que vous connaissez. On inclut dans cette évaluation évidemment l'évaluation psychologique, psychiatrique si nécessaire, l'évaluation sociale également avec notre assistante sociale, la prise en charge thérapeutique que je ne vais pas décrire, mais ça va des choses la plus agressives dont on a parlé, en tout cas la plus invasive, jusqu'aux cures de lévocimandant qu'on organise assez facilement en USIC, tout ce qui est éducation thérapeutique, tout ce qui est l'à côté, la prise en charge diététique, la prise en charge vraiment holistique du malade, le rappel des vaccinations, le pharyngèle, tout ça, c'est des choses que l'on peut faire en hôpital de jour ou en hospitalisation, et la titration en consultation. La télésurveillance, on est un centre qui aimons la télésurveillance avec les différentes modalités, en particulier la balance connectée, que ce soit les insuffisants cardiaques ou les assistés. On a bien sûr la surveillance de la rythmologie et quelques patients avec une surveillance invasive par CardioMEMS. La réadaptation cardiaque en pré et en post, avec là aussi des médecins que l'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien, un accès facile de l'un à l'autre, donc une prise en charge dont on sait qu'elle sera poursuivie en centre de réadaptation. Et puis, j'ai oublié de parler, mais de la génétique, je vous en avais dit quelques mots dans la partie diagnostic, puisqu'ils font un gros travail de conseil génétique et de prise en charge vraiment personnalisée et centrée sur le patient, donc importante aussi dans notre stratégie et dans la proposition que l'on fait à nos correspondants. Et puis, le suivi. Et ce suivi, il est fait par la même équipe, et ça, je pense que c'est important dans le retour qu'on a de nos patients, le fait que ce soit les mêmes peut-être avant, pendant, après, qu'ils aient été insuffisants cardiaques, assistés ou transplantés, finalement, c'est encore nous et toujours nous. Et ça, je crois que c'est un lien très fort et un fil rouge très fort qui, à la fois, permet de nous éclater dans toutes les possibilités de prise en charge et tout ce que peut décliner l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour les patients, c'est quelque chose d'important. Alors, notre fonctionnement, il est très horizontal et notre déploiement est très horizontal. Vous l'avez vu, on va d'un secteur à l'autre par cette partie mobile. Et ce que l'on peut offrir, c'est aussi très adaptable et très ajustable en fonction du profil du patient. On a du patient stable et du patient instable, on l'a vu. Pour l'offre de soins pour le patient stable, on peut décliner de la consultation programmée, titration en urgence. On fait souvent consulte et écho en même temps. On a la possibilité de faire voir par nos infirmières s'il y a un souci associé. On a des HDJ d'insuffisance cardiaque à un jour fixe qui permet d'avoir les examens complémentaires que l'on souhaite, pronostic, en particulier la VO2, le test de marche, un jour dédié. On a nos HDJ de LVAD qui sont un autre jour de la semaine et les post-transplantations qui sont encore un troisième jour. Donc on a 3 séries, 3 jours d'HDJ avec à chaque fois calé avec un gros travail de programmation des différents examens. Puis là encore du multidisciplinaire, le pharmacien, la diététique, l'éducation thérapeutique, etc. Les hospitalisations conventionnelles avec comme vraiment marque de fabrique, j'ai envie de dire, en tout cas on s'y attache, et c'est de rendre un bilan complet de faisabilité de projets thérapeutiques lourds, LVAD, greffe, en une semaine, chez les patients qui sont stables et qui sont bien sûr ambulatoires, avec un courrier qui établit clairement les perspectives, le devenir du patient et les prochaines étapes de la prise en charge. Pour le patient instable, on en a déjà pas mal parlé. Ce qui est
super, c'est ce qu'on a réussi à faire et qu'on essaye d'asseoir encore plus, c'est la Shock Team avec les réanimateurs chirurgicaux, avec les PTistes, avec les chirurgiens qui posent les assistances et les ECLS. Et à un moment donné, pour tout patient qui arrive en choc cardiogénique et vient d'avoir très tôt dans la prise en charge, cette Shock Team qui est déclenchée pour pouvoir aller très vite et bien discuter des projets thérapeutiques potentiels ou pas, jusqu'où on va et que les choses soient faites de façon collégiale et concertée. Et c'est ma diapo suivante. La complexité des malades, et je vous apprends rien, est telle que les décisions, on aime les prendre avec tous ces regards différents sur le même patient. Donc, toutes les décisions que l'on prend sont des décisions, qu'elles soient pour un projet ou évidemment pour une récusation, sont des décisions qui sont concertées et multidisciplinaires, en incluant le paramédical, en impliquant les kinés quand ils ont été en charge du patient. C'est tous les jours quand c'est nécessaire, ponctuellement, c'est de façon plus structurée lors de RCP de transplantation cardiaque que l'on réalise en général une fois par mois avec les chirurgiens, les cardiologues, les congénitaux, les psychologues, les infirmières, etc. Donc c'est vraiment multidisciplinaire. On fait des visios quand c'est en particulier les bigreffes, greffe rénale, greffe hépatique avec nos correspondants de l'extérieur. Les médecins qui nous adressent les patients peuvent aussi pouvoir assister à ces RCP. On ouvre évidemment l'accès. On a des RCP en alternance d'assistance qui là aussi ont le même objectif, que les décisions soient prises ensemble. Et puis, on participe au RCP de transplantation rénale, que ce soit les patients transplantés cardiaques qui auraient besoin qui dégradent leur rein, ou bien que ce soit les greffés rénaux qui s'aggravent sur le plan cardiaque, ou bien des indications potentielles de bigreffe. Donc, enrichissons-nous de nos mutuelles différences, discutons des patients, discutons des dossiers pour vraiment être à l'aise et presque finalement se soulager des responsabilités quand on prend en charge des malades si lourds. Je vais juste, et j'ai bientôt fini, je crois, insister là aussi sur le rôle essentiel des paramédicaux dans la coordination et dans le bon fonctionnement de notre unité. On a la chance d'avoir ces infirmières, l'équipe s'est étoffée petit à petit. On n'a bien sûr pas tout eu du premier coup, mais elles ont un rôle majeur. On a nos infirmières d'hôpital de jour qui sont des infirmières qui sont là depuis très longtemps, qui sont en train de former d'autres pour que la relève soit assurée. Elles font un énorme travail de planification, de coordination principalement pour les transplantés et pour les insuffisants cardiaques, connaissent les patients par cœur, les patients les connaissent par cœur, donc elles sont absolument essentielles. On a nos infirmières d'insuffisance cardiaque et les IPA qui font un gros travail sur le protocole de coopération, qui sont extrêmement motivés dans la télésurveillance, qui sont en train de finir leur formation pour les titrations et les consultations de titration qu'on va pouvoir commencer avant la fin de l'année. Et puis on a nos bijoux, nos infirmières, notre infirmière VAD coordinatrice qui a aussi un rôle essentiel. Comment pouvait-on faire avant? Elles voient les patients, les familles avant, elles font l'information sur le LVAD avec ou sans nous, elles organisent des rencontres entre les patients futurs assistés et les déjà assistés. Elles ont un œil sur, elles récoltent les données, elles ont un œil sur toutes les complications type infection, elles gèrent les INR avec nous, enfin bref, elles ont un rôle qui est primordial. Nos patients assistés sont également dans des programmes de télésurveillance qu'elles tiennent réellement aussi, et puis là aussi des liens privilégiés avec les patients. Et on a le pendant pour la greffe, une autre infirmière, donc coordinatrice de greffe, qui là joue exactement le même rôle, de renforcer, d'établir des liens privilégiés avec les patients, avec les familles, de permettre les rencontres des uns avec les autres, très impliqués dans les hôpitaux de jour, dans le développement aussi d'une application qui est développée par le parc, donc l'unité de recherche INSERM sur l'hôpital en intelligence artificielle, qui est un dossier sur une application, un dossier papier du patient transplanté, avec la possibilité d'extraction de données à partir d'une photo pour avoir vraiment un dossier médical qu'on puisse, à l'avenir, les choses sont en train de se lancer, consulter très facilement. Et puis, un rôle essentiel des secrétaires, là aussi, dans la planification, quand on a comme enjeu et comme marque de fabrique de proposer ce bilan
projets thérapeutiques lourds en une semaine, eh bien, c'est un Tetris pour l'organisation des examens, mais elles y arrivent et elles y arrivent très bien. On en a une pour les transplantés et une pour les insuffisants cardiaques. Un mot de notre activité, ça a commencé en 2015 par un premier patient. On a une file active aujourd'hui de bientôt 1000 patients. Les chiffres, eh bien, ce n'est pas forcément de ça dont on doit parler aujourd'hui, mais ce genre d'unité, en tout cas, permet, par la coordination, par l'émulation, eh bien, de rendre service à un nombre croissant de patients et je crois avec une grande qualité des soins et de la prise en charge proposée. Et puis, quand on arrive à s'étoffer, quand les choses roulent un petit peu plus, eh bien, ça libère du temps pour l'enseignement, pour la recherche, auquel on tient beaucoup. On a eu la chance d'avoir pour la deuxième fois donc, une interne de DES qui est avec nous. Donc c'est une chance inouïe qui nous a été permise par nos collègues. Hein. C'est nos collègues cardiologues qui nous ont cédé un poste d'interne. On essaye de rendre les choses extrêmement attractives et intéressantes en organisant une fois par semaine notre café UMIX, qui est une séance bibliographique dédiée insuffisance cardiaque, assistance et transplantation. On travaille par compagnonnage, on montre, on forme, on est avec, on laisse faire, on laisse se tromper, on corrige, bref, un vrai compagnonnage, que ce soit sur l'échographie, sur l'assistance, sur la gestion des immunosuppresseurs. On fait des cours aux internes, aux externes, aux IDE, à toutes les spécialités, cardio, réanimateurs, chirurgiens, et puis grâce aux sollicitations qu'on a, et merci à tous, de plus en plus fréquentes, eh bien, on participe de plus en plus à l'enseignement post-universitaire en participant et en intervenant lors des différents congrès. Et la recherche, ça prend tellement de temps, mais on avance et on y arrive en se mobilisant et en participant à l'ensemble des projets que vous nous proposez, donc en collaboration avec l'ensemble des partenaires d'assistance sur les autres centres hospitaliers. Appli Mon Cœur avec Emmanuel Berthelot, Ambuvat, bien sûr Guillaume, bientôt notre premier patient, encore sur les ECLS dans le choc cardiogénique à l'initiative d'Alain Combe. Un registre européen avec le GIC, un projet avec la Pitié, une énorme révolution potentielle dans la transplantation qui sont les biopsies cardiaques virtuelles avec l'équipe de la Pitié et d'Alexandre Loupi. Donc des projets pour l'instant qui sont surtout collaboratifs et merci de nous mettre dans le jeu et qu'on aimerait bien sûr à l'avenir développer par nous-mêmes ou en tout cas être à l'initiative de ces projets et de collaborer avec vous pour les mener à bien. Voilà, on a quelques idées, mais les choses sont encore en devenir. Et je vous montre voilà, notre équipe avec les différentes, les différents membres dont je vous ai parlé. Je vous rappelle, pour ceux qui nous regarderaient, le numéro unique, cette ligne directe 24/24, 7 jours sur 7, n'hésitez pas. Un avis, un adressage en chronique ou en aigu. Et puis, si vous souhaitez nous joindre par mail, on a nos adresses personnelles et puis on a une adresse plus globale pour Emmanuel Bichara et moi-même, umix.eg. qui est aussi assez facile. Et un dernier mot pour dire que si vous êtes interne, si vous êtes assistant, si vous êtes PH, eh bien, si vous êtes intéressé pour venir nous rendre visite, eh bien, on vous montrera avec un immense plaisir là où on en est et on bénéficiera avec un énorme plaisir de ce que vous pourrez nous apporter comme conseils, comme expérience et autres. Voilà, merci beaucoup. Merci Anne-Céline. Je crois que c'était vraiment très, très complet. Je pense qu'on est un peu ric-rac sur les délais. Donc, je propose peut-être qu'on enchaîne directement avec Fabrice et puis éventuellement qu'on fasse la discussion à la fin des deux présentations. Donc là, je crois que c'est à toi, Clément, c'est ça, de récupérer la main? Exactement. Alors, en fait, c'est pas récupérer la main, c'est que je vais la donner directement à Fabrice.